ensemble pour une nouvelle nuit blanche que je vous invite à colorer au gré de vos désirs, de vos émotions, de vos états d'âme. Profitez-en jusqu'à 1h. La nuit est à vous sur Europe 1. Jeanne et Paul vont vous accueillir au 39 21 sous le regard bienveillant de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et bien sûr, vous pouvez également participer en nous adressant vos mails sur le site europe1.fr ainsi que vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Laurence. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci de me laisser intervenir et puis, c'est avoir un plaisir. échange avec vous. Parce que je vous écoute depuis longtemps et j'ai eu souvent envie d'appeler et je le faisais pas et ce soir j'ai passé le pas. Oui. Voilà. Donc pour vous expliquer en quelques mots mon histoire, hier j'ai entendu aussi que dimanche ça parlait de dépression et moi j'ai vécu une très très grosse dépression. Dimanche, on sera en direct avec le docteur Alain Gérard. Voilà. J'ai fait une tentative de suicide le 23 avril de cette année. Ah oui. Oui, avec 3 jours de coma. C'était assez. J'ai été sauvée in extremis par ma meilleure amie qui s'est doutée de quelque chose. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là? Tout d'abord, mon papa est décédé il y a 1 an et demi d'un cancer. Ça a duré 4 ans. Il est décédé à 64 ans et ça a été très douloureux et pour lui une fin très 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 douloureuse. Et c'est vrai que je m'en étais pas remise. J'étais en thérapie avant et j'avais arrêté la thérapie pendant son cancer. Voilà. Donc j'ai vécu tout ça comme j'ai pu. Je vis seule avec 2 enfants qui sont grands, qui ont 17 et 20 ans maintenant. Oui. Et ensuite j'ai eu des soucis relationnels avec ma grande parce que c'est compliqué, parce que quand elle est née, mon frère est décédé quand j'avais 20 ans. Ma maman, en ce moment-là, m'a un petit peu mise de côté, oubliée. Et quand ma fille est née, inconsciemment, je lui ai donné. Parce que ça l'a sauvée. Mais tout ça, je l'ai travaillé en thérapie après. Voilà, bon. Et donc, ce qui a fait qu'avec ma fille, après, on n'a pas eu des relations mère-fille, on a eu des relations plus de sœurs. Oui. Qui sont même devenues des relations de rivales. Oui. Et donc, Ophélie m'a fait quelque chose qui a fait que j'étais déjà très dépressive, mais ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et c'est vraiment quelque chose. Maintenant, je le comprends quand on dit j'ai rien vu, j'ai rien pu faire. Non, on peut rien faire parce que c'est une décision qu'on prend en 3 minutes. Ça va très très vite. On l'a pas. Moi, c'était mon cas. Je l'ai pas pensé avant. Ça s'est fait très très vite. Oui, vous n'aviez pas d'idée avant. Vous n'aviez pas rien n'était prémédité chez vous. Il y a eu un gros élément déclencheur qui a fait que je suppose que ma dépression qui était latente. Oui. Ce gros élément déclencheur a fait que je suis passée à l'acte. Aussi rapidement ça a été foudroyant. Oui, ça a été foudroyant, oui. Je suis allée. Et qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là? Vous êtes allé travailler le matin Je suis partie travailler le matin comme d'habitude. À midi, j'ai reçu une lettre des services sociaux parce que ma fille, me mettait en doute dans mon rôle de maman. Mais elle, c'était pour se venger de quelque chose. Enfin, c'est compliqué. Mais moi, j'ai pas supporté d'être mise en doute en tant que mère. Et d'avoir à vivre une enquête sociale. Ça, pour moi, c'était quelque chose d'inimaginable. Oui. Et ça a été l'élément déclencheur. D'accord. Ouais. Donc, je suis rentrée chez moi à midi. J'ai pris, comme j'avais pas mal d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, de somnifères, de plein de choses. J'ai tout mis sur la table et puis j'ai tout pris. Voilà. Ça a été aussi vite que ça, mais je voulais vraiment partir. Et comme quoi, dans ces moments-là, il n'y a rien qui vous raccroche. J'ai un fils de 17 ans avec qui j'ai des super relations. Oui, c'était pas une façon de fuir l'enquête sociale. C'était à ce moment-là, vous vouliez vraiment finir. Oui, je voulais vraiment disparaître et partir. Ouais. D'ailleurs, tout ce que j'ai pris, normalement, aurait dû faire que
Ouais. Bon, voilà, j'ai été retrouvée assez vite parce que ma meilleure amie, qui est aussi ma voisine, m'a entendu tomber, a entendu des râles, a entendu des choses. Donc elle a appelé les pompiers tout de suite et le SAMU, qui m'ont tout de suite intubée, emmenée en paradico, voilà. Et donc après les 3 jours de coma, bon ben voilà. Ouais, Mais heureusement, vous êtes là aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui, bon, j'ai repris ma thérapie. Aujourd'hui, j'arrive à dire que la vie est belle et que j'ai une seconde chance. Oui. J'ai envie de la vivre pleinement. Oui. Voilà. Oui, ça permet de vraiment de prendre soin de vous, de vous occuper de vous, parce qu'il y avait quand même certainement derrière ça un état dépressif qui n'avait pas été diagnostiqué. Tout à fait, parce que j'avais pas eu le temps de penser à moi avec la maladie de mon papa et tout ça. Parce qu'on n'en arrive pas à mettre fin, même si c'est aussi fulgurant, hein, dans cette fulgurance-là que vous décrivez, même la perspective, comme vous le dites, d'une enquête sociale, qui a été l'événement déclenchant, ne suffit pas à déclencher ça. Donc il y avait certainement quelque chose qui couvait, dont vous n'aviez pas conscience. Oui, certainement. Parce que beaucoup de personnes, en fait, on le verra, mais qui sont gravement déprimées, sous-estiment complètement leur état. Oui, tout à fait. Parce que je pensais pas que j'étais déprimée à ce point-là. Oui. Mais c'est souvent après, je l'ai compris. Parce qu'après ça, j'ai vécu une grosse dépression. Mais oui. Et là, j'ai su que c'était vraiment une maladie. Oui. Parce que sur mon lieu de travail, ça a été très mal compris parce que c'est une maladie qui ne se voit pas. Oui. Alors bien sûr, les gens comprennent pas et puis les gens ont plutôt tendance à vous dire allez, remue-toi, ça va aller. Alors bon, c'est pas du tout ce qu'il faut dire dans ces cas-là. Et là, j'ai compris que vraiment, j'avais une maladie, quoi, que les gens ne voyaient pas, mais que j'étais vraiment très très malade. Oui. Donc après tout ça, j'ai eu un arrêt de travail assez long. Bon, je me suis soignée. Je prenais beaucoup de choses. Maintenant, je prends juste mon antidépresseur le soir et puis un anxiolytique pour m'endormir. Oui. Et la journée, j'ai plus besoin de rien. J'en prends plus. Oui. Voilà. J'ai renoué contact avec ma fille. Oui. Tout ça étant aidé de ma thérapie. Et on renoue un contact qui est très différent de celui d'avant. Aujourd'hui, je me positionne vraiment en tant que maman. J'ai discuté aussi de tout ça avec ma maman pour lui expliquer tout ce qui se passait, tout ce que j'avais ressenti. Et voilà. Donc je reprends ma place de maman. Tout va très bien avec ma fille, tout va très bien avec mon fils. J'ai une vie sociale qui est très très agréable. Voilà. Aujourd'hui, moi je vous appelais en fait. Moi, c'était pour vous expliquer un petit peu mon vécu. Oui, le contexte. Voilà, mais c'était pas tellement ma question. Ma question, elle est aujourd'hui plus d'ordre affectif. Oui. C'est-à-dire que ça fait 13 ans que je suis divorcée et ça fait 13 ans que je cherche absolument à vivre avec un homme. Par tous les moyens. Et d'ailleurs, je me suis très mal prise, je le sais aujourd'hui. Mais, curieusement, là, maintenant, je suis à un moment de ma vie où j'arrive à vivre seule et je commence à trouver ça agréable. D'accord. Et ça me fait peur parce que j'ai peur de lâcher prise et du coup de perdre l'espoir de rencontrer quelqu'un. Et voilà, ma question elle était plutôt là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis à 2 doigts de lâcher prise et vraiment de basculer vers autre chose. Quand vous dites à 2 doigts de lâcher prise et de basculer vers autre chose, c'est-à-dire c'est-à-dire de me dire, tu vis seule, tu es bien seule. Tu n'as pas besoin d'un homme pour être une personne à part entière et voilà. Un homme aujourd'hui, ce serait un plus, mais c'est pas quelque chose dont j'ai absolument besoin. Mais je me dis que si je continue à lâcher prise, j'ai peur après de ne rencontrer personne à force de m'habituer à cette vie de femme seule, plutôt bien dans sa peau, quoi. Parce qu'avant, j'avais toujours l'espoir et je trouvais que cet espoir m'aidait à avancer effectivement. Et là, je me dis que si je lâche prise, il va peut-être plus rien arriver. Pas forcément. Vous dites beaucoup de choses là parce que quand vous dites que finalement vous preniez conscience que vous n'avez pas besoin d'un homme pour être une personne à part entière. Oui.
C'est important, cette prise de conscience. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, vous n'êtes pas une moitié de personne. Exactement. Donc vous n'avez pas besoin de rechercher votre moitié, comme on dit dans le langage courant. Vous êtes une personne à part entière. Voilà, je ne l'appellerai jamais ma moitié. Bon. Exactement, oui. Bon, donc vous êtes, oui, une personne à part entière et il n'empêche que vous pouvez rencontrer un homme et partager beaucoup de moments, beaucoup de choses avec lui, une complicité, vivre une relation tendre, aimante avec ce dernier. Pour autant, pas forcément avoir besoin de lui pour vous sentir, vous, entière et complète. Oui, et ça c'est une grande nouveauté dans ma vie, ça fait très peu de temps. Oui, mais ça c'est un peu peur. Et pourquoi ça vous fait si peur ? Ça me fait peur parce que c'est l'inconnu déjà. Je connaissais pas du tout, j'étais pas du tout comme ça, j'étais plutôt à l'extrême inverse. L'extrême inverse, c'est-à-dire très dépendante. Il fallait absolument que ce soit. J'ai toujours été dépendante de quelqu'un et si vous voulez, la dernière personne sur laquelle je m'appuyais, c'était mon papa. Et j'étais toujours en déséquilibre parce que je m'appuyais toujours sur quelqu'un. Et aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je suis en équilibre. Je marche toute seule. Ça, je le ressens, mais bon, c'est quand même l'inconnu parce que c'est tout nouveau, voilà. Oui, alors forcément, c'est un peu perturbant de voir de vous rendre compte que vous pouvez faire face seul. Oui, mais vous découvrez cela après finalement le décès de votre père. Oui. Oui, c'est alors, vrai. Ça a été suivi d'un effondrement psychique quand même, comme si à ce moment-là, avec quand même aussi cette tentative de suicide, le désir à un moment désir de disparaître, de partir, pour reprendre vos mots, comme si c'était un anéantissement, que votre père n'étant plus là, plus rien n'avait de sens, vous ne pouviez pas, la vie n'avait plus d'intérêt à vos yeux, et puis vous vous apercevez que si vous pouvez tenir debout. Oui, voilà, je tiens debout. Que vous êtes construite et que vous tenez, même s'il n'est plus là, auprès de vous, vous tenez psychiquement debout. Oui. Oui, et c'est important. C'est une sacrée avancée, ça. Je pense, mais justement, c'est ça qui me fait peur. Bon, c'est bien, je suis contente, mais en même temps, je me dis, mais qu'est-ce que je vais en faire de cette avancée? C'est que vous avez grandi. Ouais, peut-être. J'ai enfin grandi, oui. Mais oui. Ouais. Il y a parfois des décès comme ça qui, même si ce sont des épreuves évidemment, des douleurs comme bien ça sûr. Que l'on traverse, mais qui nous font grandir aussi. Voilà. Donc alors à quel prix, puisque évidemment il y a eu un moment qui a été précédé de ce moment de panique, de terreur. Oui. Avant et après. Et pourquoi, justement, c'était votre père comme ça, votre équilibre? C'était parce que votre mère, vous n'aviez pas cette relation-là? Non, on l'avait perdu. C'est-à-dire que quand mon frère est décédé, il a été renversé par un chauffard, donc ça a été un accident brutal. Il sortait de l'école et puis voilà, il n'y avait plus personne. Moi, il avait 18 ans, j'en avais 20. Et avant ça, si vous voulez, j'avais une maman qui était très aimante avec nous deux et un papa qui était... j'étais très en conflit avec mon père. Je sortais de l'adolescence, très très en conflit avec lui. Et après ça, j'ai eu une maman qui s'est complètement inversée. Oui. Bon, je dis pas qu'elle s'est totalement désintéressée de moi, mais je lui en veux pas, parce que je perdrais un enfant aujourd'hui, je sais pas comment je réagirais. Je veux dire, c'est tellement dur. Elle a fait comme elle a pu, voilà. Mais bon, quelque part, je me suis sentie mise de côté quand même. Et alors que mon papa a fait l'inverse, parce que je pense que mon papa s'est dit, j'ai loupé quelque chose avec mon frère et je veux pas le louper avec Laurence. Donc j'ai eu des parents... Oui, il s'est rapproché de vous, au contraire, à ce moment-là. Voilà. Et c'était mon pilier, quoi. C'était mon phare, c'était mon... Voilà, c'était... Ouais, vraiment, vraiment. Et puis comme dans ces 13 ans de célibat, j'ai eu des histoires plus ou moins longues,
mais pas vraiment un homme sur lequel j'ai pu compter. Bon, bah c'était mon papa, c'était l'homme sur lequel je pouvais compter. Et même sur son lit d'hôpital, les derniers jours, quand il pouvait à peine parler, il me demandait encore, quand j'arrivais, comment j'allais. Ouais, alors que cette époque-là, ma maman me le demandait pas, mais elle était dans autre chose. Hein, je lui en veux pas, encore une fois. Hein, c'est pas... attention, hein, c'est pas... Oui, elle avait été complètement à ce moment-là. Bien sûr, elle était complètement anéantie. Anéantie par la perte de votre frère, de son fils. Et de mon papa à ce moment-là, quoi. Oui. Donc, mais lui, il a toujours été... c'est vrai que, voilà. Un pilier, c'est ça. Oui, donc quand il n'était plus là, c'était l'effondrement. Oui, complètement, oui. Et vous avez pu vous reconstruire? Eh bien oui. C'est vrai que cette thérapie que je suis là depuis quelques mois m'aide énormément. Oui. Parce on arrive à débloquer plein de verrous. C'est vraiment très très intéressant. J'en suis qu'au début, mais j'ai bien l'intention d'aller encore plus loin. Et voilà. Et c'est vrai que moi c'était, mais bon, voilà, c'est cette peur du changement que je ressens en moi, quoi. Je sais pas quoi en faire. Voilà, c'est ça. C'est l'inconnu, donc je sais pas. On va voir. Mais c'est un petit peu de ça dont je voulais vous parler. Alors, il y a Angie qui dit: je comprends cette peur de l'autonomie, une peur conjuratoire, comme si l'autonomie pouvait vous échapper. C'est avec un point d'interrogation. Ouais. Peut-être. Ouais. C'est parce que c'est nouveau. C'est un état nouveau. C'est ça, finalement. Voilà. C'est-à-dire, jusque-là, vous vous sentiez vulnérable parce que dépendante. Complètement et toujours dépendante de quelqu'un. Oui. Toujours en train de m'appuyer sur quelqu'un. Et là, mais au contraire, ça veut dire que vous aurez certainement une relation meilleure. C'est-à-dire qu'avec un homme, vous ne serez pas dans le besoin, mais dans le désir. Oui, parce que j'avais des relations très destructrices avec les hommes. Mais ça, j'ai travaillé en thérapie il y a quelques années. Oui. J'ai compris pourquoi. Donc c'est vrai que la dernière relation que j'ai eue était une relation saine, voilà. Hein. Donc ça, déjà, c'était bien. Donc déjà, oui, effectivement. Ça, je l'ai travaillé, mais j'ai quand même 15 ans de divan, pas loin. Donc on a travaillé beaucoup de choses. Mais il y avait tellement à faire. Mais voilà, c'est ça. Voilà, j'ai bien avancé, j'ai beaucoup avancé, mais j'étais jamais arrivée à ce stade-là. Et voilà. Donc là, j'ai 44 ans, j'en suis à ce stade-là. Oui, mais peut-être parce que vous craignez que, comme vous êtes arrivé à ce stade-là est le stade ultime. Peut-être. C'est-à-dire que là, vous arrivez à ressentir du bien-être en étant seul, et comme si maintenant la solitude était un état définitif. Oui, c'est exactement ça. C'est un moment de votre évolution. Ouais. C'est-à-dire, et c'est très important de pouvoir être en bonne compagnie quand on est en compagnie de soi-même. Oui, je pense que oui. Ce qui jusqu'à présent était difficile, puisque il fallait toujours que vous soyez dépendante de quelqu'un. Je pense aujourd'hui que la meilleure relation que je peux avoir, c'est avec moi-même. Mais oui. Et j'arrive à l'avoir. Mais ce qui ne veut pas dire que vous ne pourrez pas avoir une bonne relation avec un homme. Et au contraire, parce qu'il faut déjà il faut déjà être bien avec soi-même pour être bien avec un autre. Bah ouais, j'espère que ça. Parce que du coup, on est moins en attente. Ah bah ça, c'est vrai que je suis plus dans l'attente maintenant. Je vis au jour le jour. Bon, il m'arrive d'avoir une relation, mais bon, voilà, qui ne me fait pas de mal, parce que maintenant j'apprends à me faire du bien. Oui. Voilà. Déjà à penser à moi, et puis si j'ai une relation, c'est qu'elle m'apporte quelque chose. Bon, il n'y a pas eu d'amour, il y a eu plutôt de la tendresse et des choses comme ça, mais c'était très agréable. Ça ne nous a pas empêché de partager de bons moments. Voilà, mais oui, c'est vrai que j'ai peur de m'enfermer de devenir une vieille fille, quoi. Enfin, voyez, mais il n'y a pas de raison, attendez, vous vous rendez compte, vous avez quoi, un peu plus de 40 ans, vous avez 44 ans, enfin, je veux dire, vous avez, d'abord, vieille fille, vous avez rien d'une vieille fille, enfin, je veux dire, vous avez vécu des histoires d'amour, vous avez des enfants, enfin, vous avez rien d'une vieille fille, vous êtes à un moment de votre évolution où, enfin, vous apprenez à
être bien aussi en étant seul, mais ça ne veut pas dire que c'est figé. Oui, d'accord, ok, d'accord. Vous voyez, ça me rassure. C'est vrai que ça me fait peur, mais ça me rassure. Mais Et il y a Margaret qui emploie une très jolie image là, qui envoie un petit SMS pour dire vous êtes comme un oisillon qui prend conscience qu'il a des ailes. Oui, c'est tout à fait ça. Et qui n'ose pas trop encore s'envoler, oui. Ben ça, voilà, oui, c'est normal, oui, il faut attendre un peu que les ailes poussent, que les plumes, qu'il y ait un peu plus de plumes là. Tout à fait, pour le moment, c'est un léger duvet. C'est ça. Il y a Béa qui dit vous êtes bien dans votre vie. Et l'amour qui viendrait serait la cerise sur le gâteau. Exactement. Mais on sent beaucoup de volonté dans votre voix. Mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas comme ce que vous disiez quand vous m'avez dit ça fait 13 ans que je cherche absolument à vivre avec un homme. Comme si c'est pas finalement une rencontre ou trouver un homme qui vous correspond. Non, il fallait absolument vivre avec un homme. Comme si justement vivre seul, c'était la terreur. Ouais, je préférais vivre mal avec quelqu'un, et je le disais à ma psy à l'époque, je préférais vivre mal avec quelqu'un que vivre seul. Moi, j'en étais là. Ouais. Ah ouais, j'en étais là. Ouais, complètement. Mais ça, c'est totalement terminé, quoi. Je suis complètement à l'inverse maintenant. Alors, il y a Gingembre qui envoie un mail en disant « Puis-je me risquer à vous proposer que peut-être, jusque-là, prenant appui sur votre père, vous n'avez pas pu établir véritablement de relations durables avec un autre homme. Bonne continuation, en tout cas, sur votre chemin. » C'est gentil, et c'est vrai que là, elle met le doigt sur quelque chose, parce que je me rappelle qu'une fois, mon thérapeute m'a demandé de lui décrire pour moi l'homme idéal. Et quand je lui ai décrit l'homme idéal, elle me dit « Vous pensez pas que vous parlez de votre père, là ?» C'était exactement ça, et c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 5 ou 6 ans. C'est vrai que je parlais de mon papa. Et oui, donc peut-être effectivement Gingembre a raison, tant que votre père était là, cette relation était tellement forte, vous l'investissiez tellement que c'était l'homme de votre vie, tout à fait, et que à côté de lui, les autres hommes ne faisaient pas le figure. Ah non. Tout à fait, il n'arrivait pas à la cheville. Il ne pouvait pas lui arriver à la cheville. Oui, parce que la relation qu'il a eue avec ma maman, moi j'ai toujours été admirative de la façon dont il la protégeait. Il n'était pas quelqu'un de démonstratif, mais alors il la protégeait, on voyait qu'il l'aimait de plein de façons. Et moi, je rêvais d'un homme qui m'aurait protégée comme ça, qui se serait occupé de moi, qui m'aurait dit, là, va te reposer, t'es fatiguée, moi je m'occupe des enfants. Vous voyez, des choses comme ça, très, très protecteurs, très attentionnés. Et c'est vrai que moi, je décrivais cet homme-là, et c'était lui, en fait. Aujourd'hui, alors comme il n'est plus là aujourd'hui, ça vous redonne finalement, vous êtes face à vous-même, vous vous rendez compte que vous pouvez faire face, et ça laisse aussi la place libre pour un homme. Tout à fait. Il y a une place, Il y a une place, mais une moins grande qu'avant. Je suis pas certaine. Je sais pas, alors on verra. Je crois pas. Je sais pas, mais j'espère en tout cas. J'espère en tout cas. Je pense qu'il y a au contraire davantage de place. Alors peut-être. Alors écoutez, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir qu'on me dise ça. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup, au contraire, beaucoup de... Vous avez, on sent que vous avez beaucoup progressé. Là, c'est vrai que depuis quelques mois, là, j'ai beaucoup progressé. Je m'en rends compte énormément. Et ma fille aussi, et notre relation aussi, ma relation mère-fille. Enfin voilà, on reprend nos places. Comme ma maman reprend sa place de grand-mère, moi je reprends ma place de maman. Ma fille n'est plus ma copine, elle est ma fille. Parce qu'aujourd'hui, elle est en fac, elle a son appartement. Ça aide beaucoup aussi, ça. Elle a 20 ans, elle est autonome, donc on n'a plus les mêmes relations. C'est vraiment... j'ai pas eu ce souci-là avec Charles-Élie, mon fils, parce que avec lui, j'ai toujours été vraiment sa maman, donc c'était très différent. Mais le problème était plus avec la grande. Oui. Mais c'est pour ça. Chacun est davantage à sa place, et donc je pense que ça laissera davrage de place aussi à un homme véritablement, une relation plus équilibrée en tout cas. Donc je crois que vous avez au contraire toutes les raisons d'avoir confiance en l'avenir, vraiment. D'accord. Merci en tout cas.
C'est moi qui vous remercie Non, de ben, votre merci. confiance. Au revoir. Et puis, au revoir Caroline. Merci. Au revoir Laurence. Europe 1. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 34 centimes la minute. This is the end. Skyfall, Adèle. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Europe 1. Bonsoir Michel. Caroline, Bonsoir. et merci de m'accueillir. Je vous en prie. Ça fait du bien d'entendre quelqu'un quand même. Tant mieux. Ah oui. Pourquoi vous vous sentez, assez non, seul je en me ce sens- moment? Je me sens pas, je suis. Vous êtes seul? Oh là. Oui. Pis que ça, vous pouvez pas vous imaginer. Et je suis pas du genre à me plaindre. Oui. Mais bon, comme j'ai dit à votre assistante tout à l'heure, je vais avoir 68 ans le mois prochain. Oui. Et ça commence à devenir pesant. Oui. Ça fait ici maintenant, j'ai changé complètement de pays, de lieu de vie. Oui. Du jour où j'ai perdu ma femme. Et Oui. moi, j'ai tout perdu le jour où elle est partie. Et je suis parti Elle est décédée il y a combien de temps? à 18 ans. 18 ans, c'est Ouais. ça? Oui. Bon, je dis pas que j'ai pas eu une ou deux petites aventures, mais Hmm. ça m'a mené à rien. Surtout la dernière, qu'elle m'a déclenché un AVC. Tellement Ah bon elle m'a énervé, cette folle là. Elle était complètement folle. C'est une femme qui se droguait, enfin elle se droguait aux médicaments, vous voyez. Oui. Elle se faisait livrer des médicaments qui venaient d'Allemagne et tout. Oui. C'était une ancienne pharmacienne. Ah, ça aide. Oui, elle avait bouffé le fonds de commerce. Oui. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Là, je commence à saturer. Les seules personnes à qui je parle, c'est mon chien. Heureusement que je l'ai. Oui. Et puis les caissières de magasins, c'est tout. Dans la région où vous êtes, là, il y a longtemps que vous êtes arrivé dans cette région? Il y a 15 ans. Ah, il y a 15 ans. Ouais, Oui. ouais. Je pensais que vous veniez d'arriver Non, et que vous non, ne non, il y a connaissiez 15 pas ans, encore de monde. Comment se fait-il que vous soyez aussi isolé Et je vais vous expliquer en 2 mots. Oui. Moi, je suis... je vais pas dire altruiste, c'est pas le mot qui convient. Et j'aime bien les gens, en principe. Oui. Et à chaque fois, je me fais berner, mais alors, comme un vrai con. Il n'y a pas d'autre mot. Hein? Et je me suis donné à fond. Je faisais partie du comité des fêtes. Je faisais partie d'une écurie automobile. J'étais toujours là pour rendre service. Tout le monde m'appréciait. Hein? Mais j'avais un gros problème, c'est que j'étais seul. Oui. Et moi, j'ai pour habitude de dire que quand on est seul, on est toujours un de trop. Et je l'ai vu souvent, j'ai fait la remarque souvent, une femme est moins seule qu'un homme quand elle est veuve. Parce que une femme se fait des amis, un homme se fait des amis, mais l'ami n'invite pas l'homme chez lui. Parce qu'il y a la femme qui dirige. Ça sont des réflexions que je me fais depuis bien longtemps. Hein. Et puis, voilà, et puis le jour où j'ai eu cet accident cérébral, le lendemain, je n'ai plus vu personne. Tout le monde a eu peur que je leur demande un service ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'ai encore, enfin j'espère que je la garderai, une volonté féroce. Oui. Et j'ai toujours été indépendant. Vous savez, le jour où on a enterré ma femme, à 3h de l'après-midi, j'étais tout seul. Mes filles, mes beaux-fils, mes petits-enfants, tout le monde était parti. Il n'y avait plus personne. Et pourquoi ils sont partis si vite? Parce que c'était plus intéressant. La mère n'était plus là pour garder les marmots. Oh, vous pensez vraiment? Et vous vous souvenez ce qu'elle vous a dit hier, Christine? Hein? On a le même parcours, je vais dire. Moi, j'ai une mère qui m'a massacré en parole et en coups. J'aurais préféré être à sa place à Christine que sa mère l'a laissé tomber. Elle s'en est pas occupée, mais moi, je s'occupais de trop. Vous voyez, les coups, les insultes. C'est les insultes qui ont fait plus de mal. Les coups, vous savez, on se durcit à la longue. Et
j'ai eu pour habitude de me carapassonner, là. De me protéger pour ne pas me faire attaquer. Enfin, pour qu'on me fasse pas plus de mal que je n'en avais déjà. Pour ne vous fasse pas de mal, oui, c'est ça. Hein, c'est surtout pour ça. Oui. Et ma femme, j'ai eu 2 filles, que sont des vieilles maintenant. Hein, non, 45 ans, 46 ans. Mais elles m'ont volé ma femme. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'elles ont pris toute ma vie, allez, c'était le centre du monde pour ma femme, mes filles. Ah oui, vous étiez un peu jaloux de l'amour que votre femme leur portait. Ma femme m'avait dit une fois, mais on dirait que tu es jaloux de tes filles. J'ai lui répondu honnêtement, mais on dirait pas, je suis jaloux. Oui. Hein? Et je lui avais dit à l'époque, tu vas m'obliger à haïr tes filles. Bon, j'ai pas été Qui étaient les jusque-là. vôtres, en l'occurrence. Comment? Qui étaient les vôtres. C'était mes filles, oui. Oui. Mais vous dites bien ses filles à elle, oui. C'était vraiment mes filles. Oui. Enfin, je suppose. Comme on dit chez nous dans le Nord, hein, maman certain, papa pas sûr. Oui. Mais non, c'était mes filles. Il y a des airs de famille qui Oui, mais là, pas. vous étiez plus dans le rôle de l'enfant que du père, hein? Comme Et si moi vous... Ben oui. Non, j'étais surtout dans le rôle de la caisse d'épargne. Non. Si. Non. Au-delà de l'argent, Michel, vous étiez... quand vous dites finalement que vous étiez... vous avez l'honnêteté de le reconnaître, mais finalement jaloux de l'amour que votre femme... de l'attention qu'elle portait à vos filles, c'est comme si vous étiez vous aussi un enfant. Vous vous mettiez au même niveau que vos filles. Or, il ne s'agissait pas du même amour. Oh. Vous savez, mon métier a voulu que je me déplace beaucoup, et loin, très loin. Hein? Le principal dans ma tête, quand j'étais si loin, c'était de faire venir ma femme. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai enduré, tout, c'était toujours pour ma femme et mes filles, après. Elles n'ont jamais été privées, ni brimées, ni quoi que ce soit, hein, pas du tout, loin de là. Mais elles, ce qu'elles voyaient, quand papa y revenait, c'était les cadeaux, les montagnes de cadeaux, les bijoux, tout ça, ça, elles voyaient bien. Puis du jour où, je vous dis, à 3h de l'après-midi, on a retiré ma femme à midi, à 3h de l'après-midi, j'étais tout seul. Eux faisaient la Java de leur côté, puis moi j'étais convaincu. Oh, elles ne devaient pas faire une Java terrible quand même après avoir enterré leur mère, hein, je c'est pense. parce que vous les connaissez pas. Vous avez un peu la dent dure quand même. Comment? Vous avez un peu la dent dure là. Non. Je pense. Non, pas du tout. J'ai pas la dent dure du tout. Je suis plutôt même conscient. Et allez, quand j'ai eu l'accident cérébral, il n'y en a aucune des deux qui s'est déplacée. Il y en a une qui est assez loin. D'accord, mais l'autre est à 250 km, c'est quand même pas le bout du monde. Aucune s'est déplacée. Là, c'est fini. Je vous dis comme Christine, là, je peux plus supporter toutes ces magouilles, ces faussetés. Non, mais il y a quelque chose de très profond, vous, dans votre histoire, c'est que l'origine, le fond de votre problème, il vient de votre enfance, hein, où vous avez été maltraité par votre mère. Oui, que par la mère, oui. Bon, et finalement, votre femme, c'était aussi un peu votre mère, quoi. Il fallait qu'elle vous donne un amour comme ça, inconditionnel, et les autres étaient... Il fallait pas qu'elle en donne à d'autres. Et qui nous ont connus à l'époque, disaient, mais Michel, t'as 3 filles. Parce que ma femme, c'était plutôt une gamine qu'autre chose. Alors qu'elle avait 4 ans de plus que moi. Mais question caractère, elle était beaucoup plus féminine. D'ailleurs, elle me l'a... Enfin, féminine. Jeune, je veux dire. Elle était très féminine, oui. Elle m'a dit un jour, mais loin après qu'on soit mariés, elle m'a dit, je croyais que tu étais plus vieux que moi à l'époque. C'est vrai que je paraissais déjà plus que mon âge. À l'époque où on s'est connus. On s'est mariés, moi j'avais à peine 22 ans, elle en avait 26. C'est pas beaucoup, hein.
Mais malheureusement, vous voyez, c'est parti quand même trop vite. Non, mais c'est dans les rôles que vous vous donniez dans la répartition de vos rôles de parents. Par rapport au fait que vous... Bon, j'y reviens, mais vous voulez pas tellement l'entendre, que vous supportiez mal qu'elle soit mère, finalement. Ah, ça oui. Eh ben oui. Ça oui. C'est quand même symptomatique. Oui. Je voulais ma part. Mais oui, mais vous voyez, c'est plus que vous. C'est comme si c'était un enfant, parce que enfant, vous avez terriblement manqué de cet amour-là, maternel. Donc vous demandiez à votre femme de l'amour comme de l'amour maternel. Voilà, parce que vous en avez terriblement manqué enfant. Parce que quand vous dites « je voulais ma part », vos filles, elles vous ont pas enlevé votre part. Vos filles, c'était des enfants. Donc, bon, l'amour qu'on a pour un homme, c'est pas le même amour qu'on a pour un enfant. Moi, je vais vous dire, j'ai entendu ma fille cadette dire à sa mère: si ça ne va pas, t'as qu'à le quitter, tu viens à la maison. Et elle a dit à une copine que je me suis fait par après que je sois veuf, c'était une femme très bien, qui était inspecteur TV à celle-là. Donc, qui avait jamais eu de gosse, et puis elle était veuve aussi, on s'entendait très bien. Et elle a dit à cette femme-là: il a tué maman. Alors que tout le monde, médecins, hôpitaux, les amis, tout ça, tout le monde a baissé son chapeau de ce que j'avais fait. Parce qu'elle est décédée d'une tumeur au cerveau. Et j'ai pas voulu la laisser à l'hôpital, moi. La laisser souffrir inutilement. Elle est morte à la maison, tranquille, peinard. Et j'étais debout jour et nuit avec elle. Et tout le monde le sait, même sa sœur, à ma femme. Vous savez, si j'avais été méchant ou quoi que ce soit avec elle, ça aurait été la première, enfin les premiers du côté belle famille à me le reprocher. On ne l'a jamais reproché, ça. Et ma fille a dit ça parce que elle aussi, dans un sens, elle est jalouse. Elle ne veut pas que je sois heureux. Ça peut se comprendre aussi à partir du moment où effectivement la relation était un peu faussée, hein, dans la mesure où vous étiez jaloux de vos filles. Oui, ça a dû compliquer la relation, évidemment. Je ne le faisais pas voir, hein. On en parlait ça passe avec quand ma même. femme. Ça passe. Mais les filles n'ont jamais eu à subir quoi que ce soit. Hein. Oui, mais les enfants le sentent. Bon, c'est comme ça. C'est votre histoire d'enfant et on vous sent encore meurtri par ça. Et comme vous dites, vous vous êtes construit une carapace, mais cette carapace vous isole des autres et vous en souffrez. Mais qu'est-ce que c'est se mettre avec les autres? C'est faire tout leur caprice, leur obéir. Pas du tout. Comme j'ai fait. J'ai un ami ici, toujours entre guillemets, qui m'a dit une fois: je te demanderais de te jeter au feu pour moi, tu le ferais. Oui, mais ça n'a pas de sens. Comment? Ça n'a pas de sens. Et je lui ai dit: mais là, on se jette pas dans le feu pour un ami. Hein? Et je dis: là, tu te gourres complètement. Hein? Puis ce sont des gens très bien, vous voyez, avec pignon sur rue, tout ça. Et on m'a dit: mais d'une façon ou d'une autre, ce ne sera jamais un ami de 30 ans. Oui, mais il y a une grande colère en vous, on l'entend bien. Ah, je l'ai, la colère. Oui, il y a une grande colère. Une grande colère, une immense colère. Il y a une grande colère et finalement, aujourd'hui, vous en voulez, vous avez l'impression que le sentiment que tous les autres ont été très ingrats, ont profité de vous, vous êtes bon, alors que vous avez beaucoup fait pour rendre service, mais vous attendez beaucoup et vous avez été déçus. Mais j'ai jamais rien eu, moi, on m'a jamais rien donné. Jamais. Quand mon ami là partait en vacances, tout ça, me disait: qu'est-ce que tu veux que je te ramène? Je lui répondais à chaque fois: ramène-moi ton amitié, ça me suffira. Écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Je sais pas. Oui. Hein, on m'a dit il y a une paire d'années que j'avais un cancer de la gorge. Bon, il y a un cancer, ça arrive à tout le monde. Je serai pas le premier, je serai pas le dernier. Bon. Et j'étais passé une visite là. C'est quand même une sacrée épreuve. Hein. Et en sortant, il n'y avait rien. Bon, d'accord, c'est bien. Et je vais pas cracher dans la soupe. Et je lui ai dit: de toute façon, je ne me serais pas fait soigner. Elle me dit: pourquoi? Mais j'écoute, je suis tout seul. Hein? Et alors? Il faut rentrer le bois, le charbon, tout ça, quand on est sous chimio, tout ça. Il faut faire quoi? Il m'a dit: mais qu'est-ce que tu crois, on est là? Je ne l'ai plus jamais vu. Oui, mais est-ce que vous demandez après de l'aide? Eh oui. Vous demandez?
Ah, bien sûr. Mais c'est jamais possible. Une fois, je rentrais du bois, là. J'avais 6 terres de bois à rentrer. Oui. Et bon, j'ai été opéré du dos. Je suis plus aussi costaud qu'avant avec l'AVC, ça c'est sûr. Oui. Il est venu en voiture, il m'a dit, d'une façon ou d'une autre, t'as le temps. Ben lui me téléphonait pour lui rentrer le sien de bois. Hein? Alors que c'est un mec, il est le double de moi en taille. Non. Alors, on va accueillir Stéphane, qui est avec nous au 3921, qui vous a écouté, qui aimerait, je crois, vous parler. Bonsoir, Stéphane. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir. Ah, ça fait du bien d'entendre quelqu'un parler aussi, là. Bonsoir. Bonsoir. Et c'est moi qui ai des carillons partout. Ah, d'accord. Vous êtes l'homme au carillon. D'accord. Voilà. Oui, moi, j'aimerais dire, Michel, moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il est tout seul, mais il met un petit peu de mauvaise volonté pour avoir des gens qui puissent venir le voir, parce que moi ce que j'ai entendu, ça m'a frappé. Oui, mais mes filles, elles veulent pas me voir, machin. Moi, je suis tout seul. Et moi je m'en porte très bien. Je suis tout seul. Lui, il dit qu'il est tout seul, mais en attendant, il met de la mauvaise volonté parce que il voudrait être entouré, mais à mon avis, il fait pas grand chose pour être entouré. Voilà. Je crois que j'ai fait suffisamment. Moi je pense pas. Hein. J'ai 68 ans, ça fait longtemps que je le fais. Hein. Ouais. Longtemps que je le fais. Et j'ai eu beaucoup de copains, mais ce que j'appelle des copains bouteilles. Oui, mais bon... Ceux qui viennent juste pour l'apéro, là. Hein? Ah oui, mais après, c'est à toi de vouloir trier un petit peu, hein. Quand on trie, il n'y a plus personne. Moi, j'ai mon pote que je parlais tout à l'heure, là. Il a un agenda avec tous les noms de personnes, tous ses amis. Entre guillemets, il m'a dit, si je perds ça, j'ai plus d'amis. Bon, écoute, des amis comme ça, j'en ai pas besoin. Hein. Eh ben non, mais il faut trier. Il faut trier. Moi, je trie. Moi, je suis tout seul, mais je trie. Ah oui, mais j'ai trié. Il restait pas grand-chose. À mon avis, t'as pas trié assez, hein. Le seul que j'ai pas trié, enfin, c'est un gars que j'ai connu il y a 47 ans, hein, à l'armée. On était à l'hôpital militaire Bégin. Il m'a téléphoné, il m'a dit, est-ce que je peux venir te voir? Il habite à Paris, hein. Oui. Ça, c'est un ami. Il est venu, il m'a téléphoné une deuxième fois, il m'a demandé pour revenir. C'est un mec qui a tout ce qu'il faut pour être bien, heureux, tout. Oui. Il est venu, et moi, ça m'a fait vraiment plaisir, parce qu'il n'est pas venu par intérêt, ce type. Oui, voilà. Donc, mais il n'y en a pas beaucoup comme ça. Oui, donc, mais voilà, si tu te trouves tout seul, tu fais le tri, voilà, c'est vrai que non, c'est tout seul, c'est dur de faire le tri, ça. Ça c'est clair. Non, mais si vous dites que vous aviez beaucoup de copains bouteilles, de copains de bistrot, des copains de bistrot, ça va pour aller prendre l'apéritif et voilà, mais c'est pas forcément des gens sur qui on peut compter. Exactement. Alors c'est des connaissances, c'est agréable pour aller, on discute, on refait le monde comme ça au café du commerce, mais ça va on passe un moment sympathique, mais c'est très bien, c'est pas véritablement des amis. Voilà. Et comme vous le dit Stéphane, à ce moment-là, des amis, peut-être qu'on les compte sur le doigt d'une main, mais tant pis, peu importe. Vous en avez, même si vous en avez peu, vous savez que vous avez quelques personnes sur qui vous pouvez compter, qui sont là pour vous. Voilà. Non, honnêtement, non. Mais si. Non. Parce que là, vous êtes très désabusé. C'est peut-être pas le mot qui convient. Mais si, parce que le problème, c'est que en même temps, vous vous êtes forgé une carapace pour vous protéger des insultes, des mauvais coups de la vie, et parce que vous en avez pris trop étant petit, et en même temps, vous en souffrez aussi d'être trop isolé comme ça. Alors ça veut dire qu'il faut un petit peu cette carapace, par moment l'ôter un peu. Oui, mais c'est grave. Qu'est-ce qui est grave? C'est grave, cette carapace de s'enfermer comme ça, c'est grave, c'est très grave.
moi je pense psychologiquement, c'est très grave. Oh, oui. Moi, je suis pas psychologue, je sais pas ce que Caroline en pense, mais moi je dis... C'est pas très bon. C'est pas très bon en tout cas. Vous pouvez pas simplement avoir, même si avoir pour seul horizon, pour seul compagnon votre chien. Oh. Exactement. Même si effectivement. C'est le seul qui ne me manque jamais. Ah ben non, mais lui, il vous décevra pas. Ça, c'est non. évident si on va par là. Non. Et bien sûr que les animaux sont de merveilleux compagnons et Oh là. consolent de beaucoup. Effectivement, quand on est déçu parfois de réactions, des attitudes d'humains, les animaux nous consolent parce que ils ne nous remettent pas en question. Ils nous aiment d'un amour inconditionnel. Oui, et c'est oui. cet amour Et qui vous a intangible. manqué. Oui, oui. Cet amour-là vous a manqué. Oui. Donc vous le trouvez. Oui, je vais Vous dire, le moi. trouvez auprès de votre chien. Mais pour autant, vous avez dit vous-même, Michel, ça fait du bien de parler. Oui. Vous avez dit quand vous m'avez parlé, quand Stéphane a appelé, vous dites ça fait du bien d'entendre quelqu'un. Oui. Donc Eh ben vous voilà, avez oui. besoin Voilà. d'être Oui, mais- relié aussi, de pouvoir échanger quand même avec des humains. Échanger quoi? Je n'ai rien à échanger avec les gens du coin ici. Je vais pas Ah, dire, mais les gens du coin, vous je savez, vais pas dire qu'ils m'apprécient pas, c'est pas vrai. Ah oui, mais alors si vous avez rien à échanger, mais pourquoi... Je n'ai rien à dire avec eux. Mais... Ah oui, mais d'accord. les gens du coin, il y a dans votre coin, c'est comme partout, il y a des gens qui sont sympathiques et puis il y a forcément des gens qui le sont moins, mais il y a forcément aussi quelques personnes sympathiques. Mais Michel, je voudrais te demander, tu appelles de où? De Haute-Normandie. Comment? Haute-Normandie. C'est où? La Haute-Normandie. Normandie. Ouais. Mais Oh. t'as pas l'accent de Normandie, pour Ah moi. non, je suis du Nord, moi. Ah, voilà, ouais, t'es un style. Non, je suis du Nord, moi. Ouais, bah, moi j'appelle de l'Oise, tu vois. Ouais. Ah tiens, j'ai une copine là-bas. Ah bah écoute, on est pas vous loin, voyez, hein. vous Ah avez non, quand il y a même quelques 350 copines. kilomètres, hein. Ouais. Et alors dans le Nord, il vous reste des personnes que vous aimez Dans bien? le Nord, il me reste un ex-beau-frère Oui. qui est hyper hypochondriaque. Bon, écoutez, Une des pharmacie fois. ambulante à lui tout seul. Oui, bon. Hein, il boit ses 12-15 bières tous les soirs. Ah, mais la journée, il boit s'il pas prend des d'alcool, hein. médicaments avec, c'est pas Ah oui, terrible. oui, c'est sérieux. Hein. Décroche pas au téléphone Oui. parce qu'il a peur des gens qui l'appellent. Ah d'accord. Mais je ne ris pas, moi. C'est pas évident Je pour vous le assure joindre, que c'est alors. la vérité. Non, mais attendez, comment vous faites pour le joindre s'il décroche pas parce qu'il a Je vais peur vous des gens expliquer, c'est tout un qui système. l'appellent? Oui, Je comment fais vous sonner faites? 10 fois. Oh, il a un messager, sûrement. Non, il n'y a même pas de messagerie. Je fais sonner 10 fois. Oui. Je raccroche. Je refais sonner 10 fois. Je raccroche. Lui, il fait le 31-31 parce qu'il a même pas de répondeur, vous voyez. Oh là là. Pour voir qui c'est, alors qu'il sait très bien que c'est moi. Oh, Là, ben ah, oui. d'accord. Quelqu'un Là, qui fait sonner 10 fois, qui raccroche et qui refait sonner 10 fois, il doit pas y en avoir 50, oui. Mais non, il sait très bien que c'est moi. Bon, maintenant, vous allez faire pareil pour appeler le 3921. Vous oui, allez bah, sonner non, mais 10 fois, vous attendez, allez écoutez, raccrocher, Caroline, vous allez J'ai pas sonner 10 fini. fois. Hein Oui, mais Caroline, on va Lui, faire il m'a- sonner 10 fois aussi, hein. Non. J'ai pas fini. Lui, Oui. il prend son téléphone, il Oui. me fait sonner. Aussitôt que je décroche, il raccroche. Parce que moi, j'ai un forfait, je ne paye pas. Et vous recommencez à faire sonner Ah oui, 10 oui, fois oui. et raccrocher. C'est incroyable, hein. Ça me tue. Ah moi, oui, ça. c'est incroyable. Ah oui, Caroline, non, c'est attention. surréaliste. Hein. Et je veux dire, comme sa mère, Oui. elle m'a dit une fois, maintenant, Oui. mamie, elle est vieille, elle a 93 Et ans. voilà. C'est parti. Oh là là. Ah ben voilà les carillons maintenant de l'ami Belle. Stéphane. Il manquait plus que ça. C'est belle. Et c'est- Moi, j'ai coupé le sifflet au mien. Eh, dites-moi, il va falloir régler vos horloges, hein, Stéphane. Il est 55. Hein. Oui, bah, je Ça suis un se- peu en avance. Oui, Ah ben oui, vous c'est êtes vrai. en avance. Il Ouais, est 23, c'est vrai, il est 55. 55. Il est pas minuit. Hein. Oui, mais bon, vous savez, c'est On la a les mécanique, 12, hein, vous on savez. a les 12 coups de minuit. La Fifi me fait remarquer, il est pas à l'heure, Stéphane là. Hein. Ah, Moi, j'en ai un, mais j'ai coupé le Ah sifflet. non, mais là. tout déconne là ce soir. C'est pas possible, Stéphane. Bon, allez vite oh non, mais régler. écoutez, Caroline, c'est de la mécanique, hein. Allez vite régler vos pendules. Michel, il y a Sergio qui dit allez, on sent chez vous une grande gentillesse malgré tout. Il vous fait une bonne poignée de main amicale. Et puis il y a Fatia, ne raccrochez pas, qui dit moi j'aimerais bien parler avec Michel. Ah bah, ça me fera plaisir, Donc ça, c'est sûr. s'il veut entendre une voix amie, vous pouvez lui Ça, c'est laisser sûr. mon numéro de Je vais vous téléphone. dire un petit truc là. La semaine dernière, le téléphone sonne vers 20h30. Oui.
Bon, il sonne jamais le téléphone. C'était pas votre D'ailleurs, beau-frère. Je fais pas les poussières dessus pour m'avoir depuis quand je m'en suis pas servi. Oh là 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 là. Ah ben, ouh là là là, mais c'est la vérité. Et Hein, c'est pas parce que je suis déprimé que j'ai pas le moral quand même. oui, Hein. oui. Hein. Et alors? Et puis une petite nana, gentille comme tout, bien polie, qui me demande si elle peut me poser quelques questions au sujet de la drogue. Bon, je dis ouais, pourquoi pas. Hein. Et puis on commence à discuter, tout ça. Puis au bout d'un moment, et ça a duré plus de 3/4 d'heure, hein, je lui dis, tu ne serais pas musulmane, toi? Elle me dit, comment vous le savez? Et je dis, je sais pas, je sens ça. Algérienne. Et alors? Oui, mais elle non, dit. mais, Et je lui demande, et alors, t'es de où en Algérie? Elle me dit, quoi, de là. Eh ben, j'avais travaillé juste à côté. J'avais une station essence à quoi? À 15 km de là. Mais vous voyez que vous avez un grand besoin de parler. Ah, Parce oui, que oui, finalement, quelqu'un qui appelle pour, comme ça, faire du démarchage téléphonique, répondre à des enquêtes, ben vous avez besoin de parler. Attendez, Donc, j'ai c'est... téléphoné à SOS Solitude. Bon, puis ben j'ai oui, une mais nana, c'est... là, au oui. bout du fil qui faisait on. Oui, mais pourquoi tu l'as Bon, il faut que vous parliez. Là, je la Allez, connais pas, on va vous mettre en relation, on va vous donner les coordonnées de Fatia hors antenne et on va D'accord. vous laisser, vous Stéphane, régler vos carillons. Hein. Oui, Merci d'accord, beaucoup. Ne raccrochez pas. Il va réveiller tout le monde. Il y a Cathy qui dit finalement il est très amusant ce monsieur à carapace. Il faut que vous l'ôtiez un petit peu parce que derrière il y a vraiment un bon fond. C'est de rigoler, raconter des conneries. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Mais j'ai pas Au revoir. l'occasion parce qu'ici ils n'ont pas l'esprit vif. Ils comprennent pas. Ils ont été Ne élevés à la raccrochez canne pas, fraîche, vous voyez. ne raccrochez pas, Michel. Hein, on va vous donner les D'accord, coordonnées. merci Au revoir. beaucoup. Au revoir, Stéphane. Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez y parler de tout en toute liberté en appelant le 3921. Alors pas besoin d'appeler 10 fois, de raccrocher, puis d'appeler à nouveau 10 fois, puis de raccrocher. En principe, vous appelez 1 ou 2 fois et vous aurez Paul et Jeanne au bout du fil. Ça sera plus simple qu'entre Michel et son beau-frère. Ça vous a beaucoup amusé cet échange, à en croire vos SMS. Il y a quelqu'un qui dit surtout Michel, prenez soin de vous, vous êtes un rigolo et la France en a bien besoin en ce moment de gens qui ont de l'humour. Il y a Katou qui dit je suis morte de rire avec le duo Stéphane et Michel ce soir. Vraiment, ces deux hommes sont très comiques, très humains et naturels. Les horloges et votre rire en plus, c'est le bonheur ce soir, voilà. Et puis il y a Val qui dit surtout que Michel nous donne de ses nouvelles et qu'il s'occupe bien de lui. Il y a Margaret qui dit ça fait tellement du bien d'entendre les carillons. Merci Stéphane. Il y a Poupi qui dit amitié bretonne aux gars du Nord. Et puis Petite Plume qui dit votre auditeur se sent peut-être très seul, mais en tout cas il est vraiment très drôle et c'est pas donné à tout le monde de faire rire. Donc il y a Angie qui dit c'est une vraie communication, cette valse des téléphones avec votre beau-frère. Et puis je voulais faire un petit clin d'œil amical à Philippe qui me dit ne changez rien, surtout Caroline, vous avez égayé mes nuits à vous écouter sur mon lit d'hôpital. Maintenant je suis de retour chez moi et c'est là que je vous écoute. Écoutez, bon retour chez vous, bonne convalescence à vous Philippe. Et puis je voulais faire aussi un petit clin d'œil très amical à Alain et également à Philippe. À Patrick, pardon. Voilà, on va accueillir Patrick qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Patrick. Moi, je vais pas forcément vous faire rire. C'est pas grave, vous savez. de faire rire avant. Oui. Mais là, j'ai pas trop envie. Oui, attendez, vous n'êtes pas là pour nous faire rire non plus, hein, c'est pas...
C'est pas le but non plus. J'avais cette réputation d'être un peu leader, d'être marrant. Là, je suis un peu déprimé. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Ce qui m'est arrivé, on va simplifier les choses, une vie normale et puis un peu chaotique après mon divorce, après 20 ans de mariage, et un nouveau mariage avec une femme qui a été malade, un cancer, et ça a duré 3 ans. 3 ans de tomber, et puis là, j'ai commis l'erreur de tomber dans l'alcool. Mais tomber dans l'alcool, je pense que vous le savez, Caroline, c'est comme un toboggan. Si vous descendez d'1 mètre, vous pouvez remonter, mais si une fois que vous êtes parti, vous vous arrêtez plus. Par contre, quand vous voulez remonter, c'est par le même chemin, c'est long, difficile. On monte de 3 mètres, on descend de 4, on monte de 2 mètres. C'est très 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 difficile à remonter quand on est descendu. Et pourtant, on se réveille pas un matin en se disant je vais me mettre à picoler, quoi. Donc c'est pas un choix voulu, c'est un choix subi. Bon, ensuite, une question de volonté. Certains diront c'est pas aussi simple que ça. Et puis après, ce problème d'alcool, on va même dire de malade alcoolique, parce que faut pas se cacher, quand on était hospitalisé, j'avais rencontré quelqu'un qui a été un peu mon infirmière, qui m'a aidé, qui m'a dit tu t'en sortiras, t'as de la volonté, t'as fait une belle carrière, t'as des beaux enfants. Et elle m'a soutenu. Et puis un jour, après 2 ans de galère, alors que j'étais avec elle, mais on n'habitait pas ensemble, elle m'a dit on va vivre ensemble, parce qu'elle avait compris que lorsque j'étais avec elle, je n'avais pas de problème, et que c'est quand j'étais seul que j'avais des problèmes. Parce que pour moi, l'alcool, c'était pas la fête avec les copains, les bistrots, c'était volet fermé, entre la couette et la cuisine. Et la cuisine, il y avait la bouteille de whisky, et puis donc elle a compris qu'avec elle j'étais bien. Et effectivement, ça a duré 17 mois. Sauf que ces enfants, qui connaissaient évidemment mon problème, le problème que j'avais eu pendant 4 ans, 5 ans, n'ont pas accepté que leur mère vive avec moi. Et là, ça a été la galère. La galère. Et elle m'a quitté il y a 1 an, parce que ses enfants n'acceptaient pas qu'elle vive avec moi, que toute dispute, une porte qui claque, un mot, jamais de violence bien sûr, mais des mots comme quand on se dispute en couple, elle racontait à ses enfants, il m'a dit ça, tu te rends compte, il a fait ça, et ses enfants ne m'ont jamais accepté, et ils l'ont poussé à me quitter, ce qu'elle a fait. Et depuis, ça fait 1 an, je ne m'en remets pas. Ah oui, mais en même temps, elle n'aurait pas dû se confier à ses enfants comme elle l'a fait, parce qu'on peut comprendre la réaction des enfants qui, eux, avaient à cœur de protéger leur mère. Alors, en même temps, les enfants n'ont pas à intervenir dans la vie amoureuse de leurs parents, mais si ces derniers les prennent à témoin de leur vie amoureuse, et en l'occurrence, elle se confiait à eux, vous voyez, elle ne pouvait pas après finalement se plaindre qu'ils interfèrent, et eux se faisaient du souci pour elle. Voilà. C'est ce que j'ai pensé. Le jour où elle m'a dit on va vivre ensemble, on a choisi une maison, j'ai évidemment arrêté de boire tout de suite, ça a duré 24 mois jusqu'à maintenant, plus une goutte d'alcool. Et puis je m'en porte très bien, j'ai retapé la maison, comme un bricoleur, on va dire du dimanche, mais bien. J'ai repris des activités bénévoles humanitaires, du chant choral, j'ai fait plein de choses. Oui, donc c'est... Dès qu'on se disputait, parce qu'elle était fragile, donc il y avait des disputes, je pense, comme il y en a dans beaucoup de couples, elle racontait, et ses enfants traduisaient, mais Patrick est fragile, donc il va te fragiliser, tu es déjà fragile, donc il faut que tu le quittes. Et après, je me suis fait insulter, mais des mots que je ne répéterai même pas à l'antenne, des choses que j'ai jamais entendues, de la part de son fils, c'était terrible, Il m'a dit, j'en fais une affaire personnelle, ma mère te quittera, et si elle veut pas, parce que c'était un jour je te quitte, un jour mais non, ils vont revenir, t'inquiète pas, laisse le temps.
Puis le lendemain, c'était parce qu'elle racontait tout, mais il n'y avait pas grand-chose à raconter. Je veux dire, notre vie. Non, mais si vous voulez, forcément, même un événement qui est mineur, raconter peut prendre plus de poids. Parce que ça peut prendre une tournure un peu plus dramatique. Parce qu'effectivement, si les enfants connaissaient leur mère ou avaient une image d'elle, de quelqu'un de fragile, ce qu'elle était peut-être. C'est une femme bien, mais c'est quelqu'un de fragile, oui. Bon. Voilà. Bon, et d'ailleurs, c'est quand même particulier d'aller parler comme ça de sa vie, de votre relation, en tout cas, à ses enfants. Quand elle m'a quitté il y a un peu plus d'1 an, elle habitait à 500 mètres de chez moi, elle m'appelait 3 fois par jour, et si je l'appelais pas le matin, elle me disait qu'est-ce qui se passe, t'es fâchée, et on mangeait ensemble, et on avait... Oui, elle était quand même très dépendante. Quasiment de couple, et quand ses enfants l'ont appris, ils l'ont rapatriée chez eux, dans le sud de la France, en disant, non, tu le vois encore, donc tu viens chez nous. Et elle est partie. Oui, mais vous voyez, comme elle était dépendante de vous, il fallait que vous l'appeliez 3 fois par jour, sinon ça n'allait pas. Et ses enfants veulent la rapatrier, elle suit. Comme si elle avait aucun libre arbitre. Comme si elle avait aucun... comme si elle décidait pas de sa vie, cette femme. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce que vous pouviez pas faire votre vie? En l'occurrence, qu'est-ce que vous voulez? Vous dites oui, malheureusement la relation s'est arrêtée, mais vous ne pouviez pas avoir une relation uniquement avec cette femme. Il fallait avoir la relation aussi avec les enfants. Les enfants adultes, je précise, parce que ça aurait été des enfants mineurs. Là, c'était complètement différent. Bon, les enfants auraient vécu avec elle les élevait, mais des enfants majeurs, adultes, qui ont 40 ans. Oui, donc ça n'a pas de sens. Vous n'alliez pas avoir une relation aussi avec les vivre avec les enfants. Je me souviens d'une fois, mais je vais pas en citer d'autres parce que ça serait trop long. On se promène dans les Vosges. Elle m'avait dit tiens, je t'invite, on va dans une ferme auberge et son fils l'appelle. Alors là, elle me fait signe, chut, faut pas parler. Bon, et puis elle cause avec son fils en disant je suis à Lunéville en train de visiter une faïencerie, alors qu'elle était avec moi au bord du lac de Gérardmer, quoi. Mais j'ai dit mais quand est-ce que tu vas arrêter de mentir, quoi? Je dis à ton fils, je fais ce que je veux, je suis avec Patrick, je suis là, on se promène. Alors elle me dit après oui, t'as raison, faut que je lui parle. Mais alors, elle lui parle, mais le lendemain elle lui parle mais dans l'autre sens, quoi. Complètement dépendante. Oui, donc elle vous donnait peut-être même le mauvais rôle. Vous voyez, peut-être qu'elle vous diabolisait un peu dans la façon dont elle parlait de vous, et elle se faisait toujours passer pour victime. Bon, donc après que les enfants réagissent. Je ne touchais plus à une goutte d'alcool. Oui, mais moi je vous crois. Je suis je veux bien vous croire, mais bon. De ça, mais... Oui. Bon, l'important c'est ça, c'est que vous soyez sortis de cette relation. Oui. Avec l'alcool, je veux dire. Oui, bien sûr, oui. Par contre, la relation avec cette femme, j'ai du mal. Elle me téléphone. Pas tous les jours, mais on va dire toutes les semaines pour prendre de mes nouvelles. Ah, mais oui, mais je comprends mieux. Mais 800 kilomètres. Oui, mais on s'est déjà parlé à ce sujet. Oui. Oui, mais on s'est déjà parlé il y a 1 an quand elle m'a quitté. Mais ce qui est fou, c'est qu'elle continue à vous téléphoner pour vous dire, comme ça, comment voulez-vous déjà? C'est compliqué parce que vous ne souhaitiez pas cette rupture. Non. Bon, Et en plus, elle se rappelle à vous, c'est vraiment des piqûres de rappel, où elle vous dit que vous lui manquez, mais dans ces cas-là, pourquoi ne renoue-t-elle pas avec vous? On croirait comme si c'était une jeune fille. Oui, mais c'est le monde à l'envers. Écoutez, c'est quand même le monde à l'envers, là. Normalement, c'est pas les enfants qui interdisent aux parents d'avoir une relation. Et d'ailleurs, quand bien même les parents ne devraient pas interdire à des enfants, les parents n'ont pas à interférer non plus dans les relations amoureuses de leurs enfants. Mais alors, que les enfants interfèrent dans les relations amoureuses de leurs parents, mais c'est parce qu'elles jouent un rôle actif là-dedans. Elle se fait passer. Elle a un côté un peu victimaire là. Elle se dit ah oui mais mes parents, vous voyez le lapsus. Mes enfants m'interdisent de te voir. Mais dans les faits, forcément, si elle leur racontait pas tout aussi. Elle le dit pas comme ça. Elle dit je suis maître de ma vie, je fais ce que je veux. Pas du tout. Moi je le sais. Je le sais. Bon.
Mais cette relation qui... Oui, mais n'en écoutez, finit pas il faudrait... Oui, mais elle n'en finit pas parce que aussi elle n'arrête pas de vous relancer. Oui. Donc, vous voyez, c'est pas bon pour vous. Bah, c'est ce que me disent mes enfants, c'est ce que me disent mes sœurs. Tourne la page, quitte la ville où tu as été avec elle, voilà. Sans aller peut-être jusque-là, c'est-à-dire, enfin, moi, vous n'avez pas d'attache dans cette ville ? Non. Non. Enfin, bon, je vais déménager à 30 km Oui. à Nancy. Bon, Oui. c'est pas très compliqué, mais j'étais venu dans cette ville de Lunéville pour être avec elle, dans une maison qu'on D'accord. avait choisie, pour être heureux. Oui, donc ça vous rappelle cette relation. Oui, cette maison, c'est... En tout cas, une chose positive, c'est que vous n'avez pas replongé malgré tout. Non. Hein, malgré l'absence, malgré le fait que vous êtes malheureux de cette rupture. Donc, vous voyez, là, c'est quand même très important. Hein, c'est que vous êtes, il y a parfois des risques comme ça de rechute dans des moments comme ça. C'est une mise à l'épreuve quand même. Quand on était malade alcoolique, l'alcool, il est planqué quelque part et il vous guette. Hein. Non, c'est pour ça. Vous pouvez être fier de vous parce que, je veux dire, là, c'était une situation de stress, une situation difficile et vous tenez bon. Donc ça, c'est important sur un plan personnel. Quand elle m'a quitté, j'ai eu une rechute de 2 mois, mais bon, à un moment donné, je me suis dit, attends, ça t'a amené où Ça ne mènera nulle part, sauf à des soucis de santé, que des problèmes, quoi. Je veux dire, c'est pas comme retrouver des copains et faire la fête avec eux. Non, c'est refermer les volets et être sous la couette et donc non. Ça serait vraiment vous détruire comme ça, non. Non, ça serait vraiment trop dommage. Tout ce que vous avez fait comme effort jusque-là, tout ce que ça vous a demandé, ça serait vraiment dommage. Je sais que je suis fragile. Oui, mais c'est ça. Maintenant, vous admettez vos difficultés, votre dépendance. Donc, ça serait dommage de tout mettre en l'air. Oui. Non, mais je pense que c'est compliqué parce qu'effectivement, quand elle vous appelle, ça vous fait plaisir de l'entendre, de parler avec elle, mais en même temps, c'est à double tranchant et ça vous fait mal aussi puisque ça vous ramène à une situation. Oui, mais c'est pas à elle de décider. Oui, elle veut. Oui, mais c'est très égoïste de sa part. Parce que garder une relation amicale alors que vous avez encore des sentiments amoureux pour elle, c'est vous mettre dans une situation difficile. Et là, il faut que vous pensiez davantage à vous. C'est-à-dire peut-être qu'un jour vous pourrez avoir une relation amicale et que vous pourrez lui parler et même la revoir sans que cela soit difficile, sans que cela vous fasse un gros pincement au cœur. Mais pour le moment, c'est prématuré, c'est trop tôt. C'est pas d'une relation amicale que vous voulez avec elle. C'est ce que mon entourage me dit, tourne la page, refais ta vie, déménage. Oui, en tout cas, ça aide de ne pas la voir, parce que la voix, l'entendre, lui parler, c'est même si c'est des petites informations minimes, mais ça alimente votre imaginaire, les souvenirs, ça vous relance. Ça. Une fois, elle m'a envoyé, il y a une semaine, un SMS, je rappelle. Je l'appelle, elle était avec sa fille. Elle m'a dit, je peux pas te parler. Sa fille était là, donc elle pouvait pas me parler. Voilà. Oui, mais enfin, vous voyez, alors donc c'est ça elle qui m'avait appelé. Mais oui, c'est très frustrant. Vous voyez, ça vous met dans cette situation de frustration. Elle vous envoie un SMS. Bon, donc c'est une sollicitation. Vous la rappelez ? Ah bien non. Là, je peux pas parler, je suis avec ma fille. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire à son âge de ne pas pouvoir parler parce que sa fille est présente ? Bon, il faut savoir ce qu'elle veut. 60 ans, non, ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas être le cas, donc il faut savoir ce qu'elle veut. Soit elle assume et elle arrête de se comporter comme une gamine à dire j'aimerais bien mais je peux point, mais bon, vous voyez, soit... Ou alors, si elle est aussi sous la coupe de ses enfants et qu'elle ne sait pas et qu'elle laisse ses enfants décider pour elle, ça, dans ces cas-là, ses enfants ont décidé pour elle,
elle ne vous voit plus et elle vous laisse vous éloigner. Parce que là, c'est assez égoïste, c'est-à-dire que d'un côté, apparemment, elle accepte la décision de ses enfants, mais d'un autre côté, elle vous garde sous la main. Oui, c'est une façon de vous garder, comme ça. L'égoïsme est un vilain défaut, mais mon psy me dit, vous avez un devoir d'égoïsme. Pensez à vous. Ah, mais à vos enfants, il a entièrement raison. C'est-à-dire le devoir d'égoïsme dans le sens de se préserver, prendre soin de soi, se protéger, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Donc ce devoir d'égoïsme, il est absolument nécessaire. C'est pas facile. Et oui, mais il est absolument nécessaire. C'est celui aussi qui vous a permis à un moment de prendre soin de vous, d'arrêter l'alcool. Oui. Et donc, c'est nécessaire. Oui, mon psy que je revois toutes les semaines, c'est ce qu'il me dit. Pensez à vous. Oui, mais voilà. À vous, à vos enfants, à ceux que... Aime ton prochain comme toi-même, Voilà, c'est ça. C'est aussi... c'est-à-dire que c'est vous en priorité. Donc là, elle veut bien vous garder comme ça, mais elle ne tient pas compte de ce que vous pouvez ressentir. Et que ça ça aurait pu vous faire replonger. Ah oui. Donc, ça m'a fait replonger pendant 2 mois. Mais après, donc à un moment, là, la priorité, c'est maintenant, c'est vous, et aller vers ce qui vous fait du bien et pas vers ce qui vous fait souffrir. Eh ce soir, j'ai été chanter avec ma chorale et ça m'a fait du bien de voir mes potes. Voilà. Il faut aller vers ce qui est bon pour vous. Qui m'ont dit si tu déménages, on a des bras, on peut te donner un coup de main. Gentil quoi, simple, très simple, pas compliqué, simple. Voilà. Donc mettez de la distance. Oui. Ça sera salutaire pour vous. Oui. C'est ce que je me disais quand elle m'a appelé avant-hier. Je me suis dit, je rappelle ou je rappelle pas. Puis j'ai rappelé quand même. Ne rappelez pas la prochaine fois. Faites-le pour vous, pas pour elle, mais faites-le pour vous. D'accord, Caroline. Et vous avez fait le plus dur par rapport à votre relation là, avec l'alcool. Ça, je peux vous dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, en commençant, quand on descend, ça va vite. C'est un toboggan. Mais quand on remonte, c'est long. Oui, mais vous avez quand même fait le plus dur. Un message que je peux passer à des gens qui se rendent pas compte qu'ils tombent dans l'alcool, parce qu'on se réveille pas un matin en disant tiens, je vais devenir alcoolique. Ça vient doucement. Mais après, pour remonter, c'est des années de galère. Oui, bien sûr. Bien sûr. Des années de galère. Oui. Puis pour soi et pour les autres. Mais elles sont derrière vous, ces années. Donc il faut maintenant aller vers ce qui est bon pour vous. Oui. Bon courage, Patrick. Merci, Caroline. Au revoir. Europe 1. On me dit que vous avez été nombreux à appeler le 3921 pour entrer en relation avec Michel. Voilà, vous aviez envie de parler avec lui. Et je reçois encore des mails. Namas Pamous me dit mais quelle joyeuse équipe. Merci pour cette joyeuse humeur du Nord. Il y a Martine qui dit très drôle votre échange avec Michel, le négatif bourru mais attachant et le carillonneur plein d'entrain et de gaieté. Martine qui fait un petit coucou au fidèle Sergio. Et puis Gingembre qui dit allez courage Michel, vous n'avez évoqué que vos déboires affectifs et on découvre au fur et à mesure de l'échange des relations affectueuses autour de vous. Vous avez des petits-enfants, gardez votre chaleur et votre cœur ouvert, essayez de vous aimer pour compenser les blessures de l'enfance. Bonsoir Delphine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Moi, je me permets de vous appeler pour un problème un peu tout autre. Oui. Voilà, je suis maman de 3 enfants, 3 garçons. Oui. Que j'élève seule. Enfin, ils voient leur papa régulièrement, mais j'en ai la garde pleine, on va dire. Oui. Et en fait, je me permets de vous appeler parce que un de mes fils a soulevé une question l'autre jour, dans laquelle j'étais très démunie. Voilà. Oui. En fait, on discutait à table, on parle beaucoup et on parlait du mariage pour tous.
Oui. Et donc, on discutait de ça. En fait, il trouvait ça tout à fait normal. Et l'un de mes fils a dit d'un seul coup, mais moi, de toute façon, j'aime bien m'habiller en fille. Oui. Et là, en fait, ça m'a assez déroutée parce que je ne le vois pas régulièrement s'habiller en fille, comme il dit. Je précise qu'il a 9 ans. Oui. Et mais c'est vrai qu'après, je me suis posé des questions parce que en fait, eh bien, je suis son seul référent féminin finalement, et que c'est vrai que, par exemple, quand j'achète des chaussures, je suis assez addict aux chaussures, comme on dit. Oui. Quand je les ai, il les essaye. Par exemple, quand le matin je me maquille, il vient à la salle de bain, il me regarde. L'autre jour, il m'a demandé si lui aussi un jour il pouvait se maquiller. Voilà, et en fait, ça m'a assez interpellée parce que j'étais complètement démunie par rapport à son interrogation. Et j'ai pas trouvé les mots du tout pour lui parler tout de suite de ça. Donc en fait, je me suis permise de vous contacter parce que je ne sais pas à qui en parler, je ne sais pas comment faire pour creuser un peu avec lui. Donc le lendemain, je lui en ai reparlé. Et lui, il ne le vit pas comme un problème, mais j'ai l'impression que voilà, c'est moi qui le vis comme un problème. Oui. Parce que lui a trouvé ça tout à fait naturel de me dire mais oui, mais les habits de fille, c'est joli. Donc moi, je lui ai dit, mais tu veux porter des robes? Il m'a dit, mais non, mais les robes, c'est joli quand même, c'est doux. Les chaussures à talons, c'est joli. Enfin voilà, il rapporte tout ça au joli, au mot joli. Oui. Mais pas comme quelque chose que lui pourrait porter, quoi, en fait. Oui, c'est très différent. Voilà, mais j'ai pas réussi à déceler, en fait, si c'était une envie pour lui de se travestir, enfin, c'est entre guillemets, évidemment, quoi. Ou si c'était une envie différente, quoi, en fait. Et surtout, ce qui m'a interpellée, c'était que on discutait de ce mariage pour tous, en fait. Et donc. Ah oui, alors vous avez fait l'association d'idées mariage pour tous. Il vous dit qu'il aime bien s'habiller en fille, et donc vous avez associé à l'homosexualité. Oui. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle souvent. Bon, comme je suis toute seule avec eux, bon, nous on regarde pas la télé, donc on parle beaucoup. Et en fait, c'est vrai qu'on parle de tout et que, comme on écoute beaucoup la radio, on rebondit beaucoup sur des questions sociétales, on va dire, et qu'ils me posent des questions, ils se positionnent, eux, par rapport à leur vécu, à leur relation aux autres. Donc, ce sont des enfants, moi, que j'élève dans le respect des autres et des différences. Et donc, j'ai pensé aussi que c'était pour ça que mon fils ne vivait pas ça comme une différence, le fait de dire ça. Et le fait de le dire aussi spontanément. Mais après, je me suis posé la question de savoir effectivement si lui, non pas son orientation sexuelle, parce que j'imagine qu'à 9 ans, c'est un peu encore flou. Ah oui. Mais surtout, en fait, je me suis positionnée par rapport à lui dans la cour de l'école, qui est quand même quelque chose, un milieu assez dur. Et où les autres enfants ont du mal à accepter les différences, quoi. Oui, mais il n'en parlerait pas forcément dans la cour de l'école. Je pense qu'il sait à qui il le dit et à quel moment il le dit. Vous voyez, d'ailleurs, pour lui, ça ne posait pas un problème. C'était pas quelque chose, il a dit avec beaucoup de naturel et de spontanéité, d'après ce que vous me dites. Ah, complètement. Parce qu'il l'a dit, mais en plus, il l'a dit devant ses frères. C'est le plus jeune de vos fils? Alors en fait, j'ai un fils aîné et lui, j'ai des jumeaux. Donc lui, c'est un des jumeaux. D'accord. Et en fait, et ses frères d'ailleurs ont très bien réagi. Ils ne sont pas du tout moqués de lui, ont pas du tout mis ça en exergue en disant la fille, ou des choses comme ça. Ils l'ont regardé, ils lui ont dit ah bon, mais t'aimes bien? Et puis lui, avec un naturel confondant, a dit bah oui, quand maman elle a des nouvelles chaussures, j'aime bien essayer ses chaussures.
Oui, mais j'aime c'est bien lié à vous. Voilà. Vous voyez que c'est Ouais. lié à vous. Il le ramène toujours à vous. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Et vous êtes le personnage central de la famille, c'est-à-dire vous êtes le référent parental, puisque vous avez précisé tout de suite en vous présentant que vous les éleviez, ils voyaient leur père, mais que c'était vous qui les éleviez la majeure partie du temps. Oui, oui. Mais c'est vrai que même quand j'étais avec leur papa, c'est un de mes fils sur les 3 qui est très attaché à moi, en fait, qui est même très... Certainement. Parfois même trop. D'ailleurs, son père lui en faisait souvent la remarque. C'est-à-dire il lui disait lâche ta mère, des choses comme ça. Il est très, très, très attaché à moi. Ouais. Très... il est beaucoup collé à vous, il est attaché. Ça se manifeste comment, son attachement? Il est pas collé à moi, c'est-à-dire au sens, il est très indépendant. D'accord. J'ai 3 enfants en fait qui sont très indépendants, mais en même temps, c'est vrai que des 3, c'est celui qui est le plus. Par exemple, depuis cet été, il a entrepris qu'il avait un amour pour faire la vaisselle. Donc voilà, donc il veut faire la vaisselle, il veut faire les carreaux, il adore faire les carreaux, il est tout le temps en train de m'aider, il est tout le temps aux petits soins avec moi, et d'ailleurs des fois je suis obligée un petit peu de le remettre à sa place, de lui dire tu es mon fils, il a un côté un peu protecteur. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que, parce que pour autant un garçon peut participer aux tâches ménagères au même titre qu'une fille. Bon, il est petit, mais vous pourriez avoir une fille et peut-être que est-ce que ça vous choquerait si vous aviez une petite fille de cet âge-là qui voulait vous aider à faire la vaisselle ou participer, voyez, à faire le ménage. Est-ce que vous seriez choqué de la même façon? Est-ce que vous lui diriez tu es ma fille? Je ne sais pas parce que en fait moi je me suis jamais projetée avec des filles. Eh oui, c'est compliqué. Mais je vous pose la question parce qu'on a encore dans notre éducation une façon forcément très sexuée d'éduquer les enfants. On le voit même dans les cadeaux. La Noël approche, dans les petites filles, il y a encore dans les cadeaux qui sont offerts, on leur offre des... Il y a des panoplies parfois il y a la cuisinière, il y a les panoplies pour faire le ménage, il y a l'aspirateur. Aux petits garçons, on leur offre plutôt des voitures, vous voyez, c'est quand même... Moi, c'est le contraire, puisque quand ils étaient tout petits, par exemple, je leur ai offert une petite cuisinière en bois, parce que je la trouvais super jolie et j'étais assez frustrée de ne pas pouvoir l'acheter. Je leur ai acheté, par exemple, il avait une passion pour l'aspirateur, donc à Noël, je lui avais acheté un aspirateur. Ah, mais c'est vrai que les hommes aiment bien passer l'aspirateur, certains. Oui. Voilà. Ça reste la tâche ménagère qu'ils acceptent de faire, certains. Voilà. Oui. Donc à mon c'est un grand côté, c'est peut-être le désarroi, prolongement phallique, je ne sais pas. Voilà. Donc la cuisinière, j'avais réussi à trouver quelque chose de orange, donc qui n'était pas, mais l'aspirateur était rose, et donc ça m'avait un peu énervée, mais bon. Oui, rassurez-vous, c'est pas là-dessus que ça se fait. Non, mais par exemple, voilà, et c'est un enfant, il veut toujours que je lui achète des vêtements de couleur, il supporte pas d'être habillé en sombre, il veut toujours être habillé il aime les couleurs. Bon, moi, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire, même si vous mettez des couleurs, vous? Non. 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 Non, donc il a lui et son frère, il est comment lui Alors aussi, oui, je veux aussi être habillée avec des couleurs. Alors ils ont chacun leurs couleurs différentes parce qu'ils veulent se différencier. Non, c'est bien ça. Parce que ce sont des vrais jumeaux, mais je les ai toujours élevés pour qu'ils soient différents, en tout cas aux yeux des autres, même si les autres les ramènent tout le temps à leur gémellité, ce qui est pas très facile à vivre. Pour une maman, quoi. Parce que quand on arrive dans une pièce et que quelqu'un vous dit bon, alors qui est qui, ça c'est absolument la phrase la pire. Ah oui, c'est pénible ça. Oui. C'est très pénible. Oui, pour eux, c'est Oui, pour eux et puis pour une maman, quoi. Parce que évidemment, moi je suis leur mère, donc j'arrive à les différencier. Donc je pars du principe que tout le monde peut les différencier. Oui, mais c'est important il faut vraiment les singulariser. Mais justement, par rapport à son frère, être proche de vous, être encore celui qui est le plus proche de vous, est-ce que c'est pas aussi une façon une forme un peu de compétition aussi par rapport à son frère? Non, je crois pas, parce qu'en fait, autant ce sont des vrais jumeaux, mais ils n'ont aucune compétition entre eux. Je suis le plus fort, je suis le plus ceci, je suis le plus cela.
la seule compétition qu'ils ont, ils m'en ont encore donné un exemple ce soir, c'est la plus grosse part dans la nourriture. Mais voilà, ça s'arrête là. J'ai cette chance aussi que vraiment ils ne sont pas du tout dans cette optique. Mais c'est vrai que cette phrase, et comme je n'ai jamais entendu de témoignage sur justement des mamans seules qui ont pu avoir ces réactions de leur fils, moi ça vous inquiète? Ça vous préoccupe? Oui, ça m'a Puisque vous dites finalement que vous ne trouvez pas les mots pour répondre à son interrogation. Là où est-ce qu'il y avait une interrogation véritablement? En fait, voilà, je suis en train de vous en parler et je me rends compte qu'en fait il n'y avait aucune interrogation de sa part. C'était des postulats, enfin c'était même pas des postulats, c'était moi j'aime bien m'habiller en fille. Et c'était même pas j'aimerais bien, c'est j'aime bien. Donc je l'ai jamais retrouvé moi, par exemple, vous voyez, cachée en train d'essayer mes vêtements. Oui, ça se fait pas. Je l'ai jamais retrouvé comme ça. Voilà, c'est là où ça serait un peu plus préoccupant. Vous voyez, c'est-à-dire que là où on est dans ce... Enfin, et encore, mais il y aurait quelque chose d'un peu fétichiste, d'un peu... Voilà. Il se cache pas, il y a beaucoup de... Il y a une spontanéité, il y a quelque chose de naturel. C'est au moment où vous étiez... la discussion, enfin, vous regardiez les informations, c'était le mariage pour tous. Donc, forcément, ça crée des interrogations déjà pour les adultes et pour les enfants. C'est-à-dire l'homosexualité, le fait que 2 hommes puissent se marier, 2 femmes puissent se marier. Alors vous les élevez dans le respect de ces différences, ce qui ne veut pas dire que ça ne soulève pas des questionnements, parce qu'évidemment, c'est-à-dire que c'est à l'âge en plus où, si vous voulez, les enfants posent beaucoup de questions à cet âge-là parce qu'ils sont délivrés de la sexualité. Ils sont pas touchés de près par la sexualité, traversés par les pulsions sexuelles, donc ils peuvent en parler avec beaucoup de spontanéité et se poser beaucoup de questions. Et donc dire que lui, oui, il aime bien finalement. Alors, il vous a dit j'aime bien m'habiller en fille. Oui. Mais finalement, après, il dit plutôt c'est joli. C'est-à-dire que de temps en temps, les chaussures. D'ailleurs, c'est intéressant, ça porte sur les chaussures. Or, les chaussures, je sais pas, vous mettez des chaussures un peu avec des talons, pas des talons, oui. des talons. En fait, je suis ce qu'on appelle une shoes addict, c'est-à-dire que j'ai une collection de chaussures assez impressionnante et. Et oui, j'en ai à talons. Oui, j'en ai, mais ça incarne la féminité. La chaussure, c'est la féminité. C'est-à-dire, c'est vraiment, et particulièrement les chaussures aussi à talons. C'est-à-dire, il y a dans les femmes qui mettent, enfin on le sait bien, les talons, c'est un accessoire, et il y a même un accessoire un peu phallique dans le talon. Il y a quelque chose. Donc, si vous voulez, alors je dis c'est paradoxal, ça incarne la féminité. Je dis qu'il y a quelque chose de phallique, mais on le sait par exemple pour les fétichistes qui sont très, qui ont dans leur sexualité besoin que les femmes portent des chaussures. Mais pour lui, ça doit avoir quelque chose avec vous et avec ces mamans qui portent des chaussures comme ça, et c'est la féminité. Il s'identifie à vous. C'est encore, il est, si vous voulez, parce qu'il est très proche de vous, et ça c'est un élément important. Normalement, si vous voulez, il est encore peut-être à un moment de son développement ou dans quelque chose encore d'un peu oedipien, moi je dirais. Vous voyez, je l'interpréterais un peu comme ça, c'est-à-dire d'un sens problématique oedipienne, c'est-à-dire d'un désir inconscient pour le parent du sexe opposé. Et c'est-à-dire à vouloir être un peu comme vous. C'est-à-dire, c'est un peu la même chose pour le maquillage. Donc là, il y a lieu de lui répondre que le maquillage est fait pour les femmes. Et que lui est un garçon. Et que quand il sera grand, il sera un homme. Comme son père. Vous voyez, vous pouvez lui répondre simplement. C'est-à-dire qu'après, c'est... Oui, pardon. Mais c'est vrai qu'il n'a pas de référent masculin en dehors de son papa, parce que... c'est important, il a son père. Oui, non, mais bien sûr, mais je veux dire, par rapport à ce que vous indiquiez pour la relation oedipienne, il a très peu de souvenirs de quand j'étais avec son papa, en fait. D'ailleurs,
un sujet qu'on aborde peu parce que ça les remue de toute façon, les jumeaux, parce qu'ils ont peu de souvenirs. Et depuis que je suis séparée de leur papa, c'est vrai qu'ils n'ont pas vu de présence masculine de ma part. Enfin, je leur ai jamais présenté quelqu'un. Alors c'est peut-être ce que vous craignez quand vous dites qu'il est très protecteur vis-à-vis de vous, c'est-à-dire qu'il est un peu comme si il voulait comme s'il était un peu en couple avec vous. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis aussi posé la question de me dire, le fait qu'il ne me voit pas en couple, ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu d'homme, mais en tout cas, je leur en ai jamais parlé, parce que ça me semblait pas opportun. En fait, je le vois bien aussi quand c'est le week-end de leur papa, quand ils me laissent, ils me posent toujours la question de savoir si ça va aller, si j'ai prévu des choses, si... Oui, ils s'inquiètent trop pour vous. Oui. Oui. Oui, donc là, il y a lieu, vous avez raison de les rassurer, qu'ils sentent que toute votre vie ne tourne pas uniquement autour d'eux. Mais oui, parce que j'ai le sentiment que moi, dans leurs yeux, je suis une maman. Quand ils me voient, forcément, je suis dans mon rôle de maman, même quand on fréquente d'autres gens, je reste toujours une maman. Et c'est vrai aussi que c'est quelque chose qu'on me renvoie beaucoup, que je suis avant tout une mère. Ça, c'est quelque chose, peut-être que ce petit garçon, votre fils, vous renvoie aussi, et derrière ça, le côté, une image plus autour de la féminité. Qui sait ? Peut-être qu'il perçoit qu'il y aurait quelque chose. Vous savez, les enfants mettent l'accent, parfois, le doigt là où il faudrait, ou là où il y a quelque chose d'un peu problématique. C'est-à-dire, vous voyez, vous êtes en même temps addict aux chaussures, vous aimez le maquillage, en même temps vous prenez soin de vous, de votre apparence. Bon, vous êtes peut-être un peu trop mère. En tout cas, vous avez trop laissé tomber ce côté femme. Pas dans l'apparence, c'est bien ce que j'entends, mais sur le plan de votre vie de femme. Alors, j'ai une vie de femme, mais pas, en tout cas, pas devant eux, quoi. Oui, mais pensez-y quand même. C'est important que vous l'ayez, mais bon, voyez, il y a peut-être un équilibre à trouver. Bon, vous posez, parce qu'il y a des réactions qui arrivent, et je voudrais qu'on les accueille au 39-21. Bonsoir, Julie. Oui, bonsoir Julie. Voilà, j'éteins la radio. Oui, éteignez la radio, s'il vous plaît, parce que ça fait du larcène. Alors, il y a Petite Plume qui dit « Votre petit garçon semble avoir une sensibilité originale, mais je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. » Il y a Violaine qui dit « Je reconnais là un petit garçon qui aime essayer aussi les vêtements de sa sœur, voire jouer avec des poupées, et qui a ses deux parents pourtant avec lui. » Sergio qui dit « Mais vous aime tellement que tout ça, c'est juste pour vous plaire. » Et un petit gars qui regarde pas la télé, qui écoute la radio, est forcément ouvert d'esprit. Allez Julie, c'est à vous. Oui, je vais intervenir parce que je suis la grand-mère d'un jeune homme maintenant de 17 ans qui est séducteur, beau comme tout. À l'âge de 4 ans, je le promenais au square et il ne faisait que regarder les robes. Il disait « C'est beau une robe, c'est beau ». Et alors, il suivait les petites filles du regard. Et j'ai eu une fois une amie qui est arrivée à la maison en pantalon et il l'a regardée, il dit « Mais pourquoi tu n'as pas une robe ? Tu n'as pas une robe ?» Et je pense que dans cette admiration pour les vêtements féminins, il n'y a absolument rien de sexuel. C'est simplement l'attirance d'un tissu fluide, comme sexué, d'une robe. Oui, c'est asexué. C'est sexué, si. Je pense qu'il y a un côté sexué, mais pas forcément. On le voit comme. Regardez quand les enfants dessinent. Quand les enfants dessinent et ils dessinent. Bon, il y a le bonhomme au départ, on voit pas très bien, mais après, quand ils font des filles et des garçons, les filles ils les font avec des robes et les garçons avec des pantalons. Ça ne veut pas dire qu'il va s'identifier avec pas du tout, pas du tout. Non, j'ai pas parlé en termes d'identification, non. Oui, non. C'est pour ça qu'à mon avis,
Delphine n'a pas du tout à se mettre en souci en se disant que peut-être son petit garçon sera homosexuel, non, à mon avis, pas du tout. Mais d'ailleurs, en plus, je ne m'inquiète pas par rapport à ça. C'est pas son orientation sexuelle qui m'inquiète. C'est en fait plutôt son positionnement vis-à-vis de ses camarades ou de ses copains. S'il parlait de ça ? Voilà, c'est ça. C'est pas que j'ai un fils homosexuel. Alors moi, je porte vers mes enfants, vers l'âge adulte, pour qu'ils soient heureux. C'est tout ce que je veux. Je les élève pour qu'ils soient des adultes épanouis. Ils choisiront la sexualité qu'ils veulent, les amours qu'ils veulent, les métiers qu'ils veulent. Pour moi, une maman n'a pas à décider ça. Mais de toute façon, précisons. Mais vous avez entièrement raison, mais précisons qu'en plus, de toute façon, ça ne se manifeste pas comme ça. Là, pour le coup, c'est pas parce qu'un petit garçon aimerait les vêtements féminins, le maquillage, qui saurait, vous voyez, qui va s'orienter vers l'homosexualité, parce que l'homosexualité et le travestissement, ça n'a rien à voir. C'est deux choses bien différentes. C'est pas ça, en fait. Je me suis posé la question de savoir pourquoi, en fait, justement, lui, il a associé ça à la discussion qu'on avait précédemment. C'est pour ça que j'en ai parlé. Parce qu'il y a peut-être une certaine confusion dans sa tête. D'accord. Il y a peut-être une certaine confusion et c'est là où il y a une très grande proximité avec vous et vous avez raison, peut-être un peu trop grande. C'est-à-dire qu'il est un peu trop, il a peut-être un peu trop pour mission de vous protéger, il se donne un peu trop cette mission-là. Il a besoin, il faut que vous le rassuriez sur le fait que c'est pas c'est pas le petit homme de la maison, vous n'êtes pas en couple avec lui, vous voyez, il y a pas, et peut-être qu'il faut que son père, au lieu de dire, lâche ta mère un peu, mais concrètement, qu'il fasse en sorte d'être présent pour son fils, vous voyez, qu'il soit un personnage d'identification pour son fils aussi. On va accueillir, merci beaucoup Julie de votre réaction. On accueille également Sauveur, on va conclure avec vous Sauveur. Merci Caroline. On vous écoute, oui, parce qu'il reste très peu de minutes. Voilà, je vais parler juste même pas... Vous reconnaissez, vous, dans ce petit garçon? Je me reconnais à 100%, je vais vous dire. Tout simplement, moi, je suis le 4e d'une fratrie de 5 enfants. J'ai beaucoup aidé ma mère étant petit. Quand j'étais petit, le seul garçon de la famille, on était 4 garçons et une fille, j'étais celui qui était tout proche de ma mère. Je l'aidais à faire les tâches ménagères. J'aidais à faire tout dans la maison. Tout ce qu'elle me demandait, même sans me demander, je le faisais. J'aimais beaucoup ma mère, comme ce garçon qui aimait énormément sa mère. Je l'ai fait pendant des années, jusqu'à l'âge de 10, 12 ou 13 ans, même plus, jusqu'au moment où, on a été mieux dans la famille, parce que nous étions pauvres et puis nous avions perdu notre père. Nous avions eu une très bonne éducation par notre mère, une éducation merveilleuse. Et je garde un souvenir magnifique d'avoir aidé ma mère. J'ai aidé ma mère dans toutes les tâches ménagères. Et aujourd'hui, je sais tout faire. Tout faire, même savoir repasser, savoir nettoyer. Et j'étais très amoureux que des filles. C'est formidable. Des filles, oui. Et je peux dire à Delphine que ce garçon réussira dans sa vie, non seulement amoureuse, mais il saura faire énormément de choses. Parce que lorsqu'on est petit, on regarde la mère, comme moi j'ai regardé ma mère, et tout est très simple après dans la vie. Pour cuisiner, pour faire les tâches ménagères, pour faire n'importe quoi, et même on a une force extraordinaire qui nous dépasse même. Voilà. Ça pourra même faire un très grand séducteur d'être aussi proche de vous. Absolument. Parce qu'il a le désir de vous plaire, mais justement c'est un peu ça qui peut être embêtant. Il ne faut pas qu'il ait trop le désir de vous plaire. Vous voyez, c'est important. Vous pouvez le faire aussi, même si son père n'est pas très présent, puisque c'est vous qui êtes le plus là dans l'éducation. Faire exister son père en parole, en lui parlant aussi de lui, de votre rencontre, de comment il est né, enfin de son histoire. C'est important de faire exister son père. Les mères ont le pouvoir de faire exister le père en parole. Et c'est peut-être aussi là-dessus que vous avez un rôle à jouer, Delphine. Merci beaucoup, Sauveur. Merci Delphine et merci Julie. Au revoir.
N'oubliez pas, dimanche, on se retrouve à 23h pour parler de dépression avec le docteur Alain Gérard. Très belle nuit à vous, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1, l'heure des infos, présentée par Laurence Gontier. Bonsoir Laurence. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous.